Bonjour à tous, bienvenue dans le projet Équilibre et merci à vous de vous être proposé pour être testeur. Nous allons voir ensemble comment construire votre jeu de données afin qu'il puisse être chargé dans une instance de test afin que vous puissiez tester le programme Équilibre avec vos données. Voilà, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, nous allons accéder au tuto. Voilà, donc nous sommes sur le dépôt du projet. On y trouve tout un tas d'informations et notamment les dernières modifications. À droite, vous allez trouver un lien qui va vous amener vers le wiki. Voilà, wiki sur lequel nous allons aller sur le tutoriel qui s'appelle Devenir testeur. Je vais vous expliquer petit à petit comment réussir à construire ces données. Donc, avant toute chose, il y a un répertoire où il y a déjà des données de constituer, qui est un répertoire de démonstration. Vous pouvez y accéder ici. On va aller regarder rapidement comment il est structuré. Voilà, donc c'est un répertoire de démonstration avec un dossier qui s'intitule à la mano, dans lequel on va retrouver tout un tas de tableurs avec des données personnelles saisies à la main. Et ensuite, à la racine de ce dossier démo, on va retrouver aussi d'autres dossiers qui sont spécifiques à des sources de données identifiées, comme par exemple Istea, qui est un programme de comptabilité. On va retrouver à l'intérieur un grand livre. On retrouve également un dossier Télépack avec des données issues de Télépack, etc., etc. On retrouve également un fichier très important qui s'appelle le fichier manifeste, qui contient toutes les données de base et un paramétrage par défaut de l'application. Autre chose, vous devez avoir un navigateur, si possible Firefox, ainsi que un certain nombre d'outils comme des outils de bureautique et notamment un tableur. Deux niveaux sont proposés dans ce qu'on appelle le first run, un niveau de base qu'on va voir ensemble, dans lequel vous devez être capable d'utiliser des outils de messagerie, un forum, un tableur et votre navigateur internet, et un niveau plus qualifié d'intermédiaire où là il faut être capable de prendre en main des outils de cartographie comme QGIS, niveau qu'on verra dans un autre tutoriel. Je vais donc commencer par vous expliquer l'étape numéro 2, l'étape numéro 1 ayant été franchie par toutes et tous, puisque vous êtes tous sur la liste des testeurs. Étape numéro 2, on va rassembler nos données et préparer ce qu'on appelle le first run dans notre jargon. Voilà. Donc, avant de débuter la consolidation de toutes vos données au sein d'un répertoire, il faut avoir sous la main, comme c'est mentionné ici, toutes les informations de votre société, notamment des numéros d'identification, vos identifiants métiers, notamment ceux de Télépack par exemple, ainsi qu'un inventaire de vos équipements, de vos stocks, de vos bâtiments, etc. Voici le programme. Donc rapidement, la description du fonctionnement et l'arborescence du dossier dans lequel on va structurer les informations. Vous allez prendre à peu près 5 minutes pour le faire. Structurer le fichier manifeste.iml où il y a toutes les informations de base va vous prendre à peu près 10 minutes. La description du parcellaire, selon si vous déclarez sur Télépack ou pas, peut vous prendre entre 10 et 60 minutes. La même chose pour vos zones et vos bâtiments. Et ensuite, vous allez avoir des tableurs métiers à renseigner pour vos stocks et vos activités. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite par le fonctionnement, l'arborescence. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, préparer ces données, c'est d'abord créer un dossier et un sous-dossier. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va créer donc un dossier du nom de notre structure et ensuite un sous-dossier qui s'appelle à la mano,
dans lequel on va ranger tous nos tableurs et nos données. C'est parti. Donc, je me positionne moi sur mon bureau, je crée un dossier. Je crée un sous-dossier à la mano. Voilà. Je passe à l'étape de base. Étape de base qui consiste à faire un fichier qui s'appelle manifest.yml. On va récupérer celui qui est sur le dépôt. Donc j'ouvre le lien. Voilà, je tombe sur un fichier. Clic droit, enregistrer sous. Je sélectionne le dossier Gaec Joulin. J'enregistre mon fichier manifest.yml à la racine de ce dossier. D'ailleurs là il n'est pas enregistré au bon endroit, donc je le change, voilà. Et donc je vais éditer ce dossier. J'utilise moi un programme qui s'appelle Mousepad. Si vous êtes sous Windows, je vous conseille un programme qui s'appelle Notepad++. Voilà. Et donc je vais éditer ce fichier, pardon, et le modifier à ma guise. Donc pour le modifier, vous voyez qu'en fait, ce fichier est structuré avec un libellé, 2 points et la valeur du libellé, et parfois on appelle des codes. Donc c'est tous les codes, quand on parle de code ou de nomenclature, sont présents dans une nomenclature qui est un projet qui s'appelle opennomenclature.org. Et donc, à chaque fois, il faut que vous ayez à portée de main cette nomenclature. Donc là, je viens de l'ouvrir, voilà. Donc là, j'arrive sur la nomenclature. Nomenclature qui décrit tout un tas de dictionnaires métiers pour vous aider à paramétrer vos données. Donc en fait, pourquoi ce projet? Parce que au lieu de vous demander 10, 15 ou 20 attributs, on va se servir d'un identifiant unique dans une nomenclature pour décrire un objet. Donc on vous demande juste d'utiliser ces codes-là, ce qui va vous économiser beaucoup de paramétrage et de saisie. Voilà. Donc si on revient à notre fichier manifest.yml, là vous allez pouvoir adapter ce fichier-là selon vos besoins. Donc là, code monnaie, éventuellement, si vous voulez utiliser l'application avec une autre monnaie, vous allez aller changer le code EUR, ici. Donc si par exemple on regarde un peu dans notre nomenclature ce qu'on a, si je vais dans les monnaies, voilà, vous voyez, ici l'Afghani, voilà, si je veux travailler en Afghani, je vais taper le code AFN. Voilà comment ça fonctionne. On n'appelle pas des codes partout, mais dans beaucoup d'endroits. Donc si vous êtes en France, vous allez utiliser la monnaie EUR, country c'est pareil, FR pour la France, language, FRA pour français. SRID c'est le référentiel, l'identifiant du référentiel géographique. 2154 c'est celui qui est par défaut pour importer les données de chez Telepac. Demo true permet de charger des données de démo, notamment des interventions, des ventes. Et donc nous par exemple, voilà, on va le passer à faux. Donc vous allez ensuite pouvoir modifier les données de l'entreprise par défaut. Donc là moi je mets le nom de mon entreprise, je mets l'email de mon entreprise. Voilà l'adresse. Je décris ensuite les utilisateurs qui vont avoir accès à mon application. Donc là, un premier utilisateur qui va se connecter avec, par exemple, son email. Donc si j'ai un utilisateur qui a un email david.joulin@équilibre.org, son nom, son prénom, pardon, son nom, son mot de passe. Si j'ai un deuxième utilisateur, je vais créer ici une deuxième entrée. Voilà mon deuxième utilisateur. Et son mot de passe par défaut. Attention à bien respecter les indentations ici. Par exemple là,
je ne l'ai pas respecté, j'ai qu'un seul espace, ça va pas. Il faut 2 espaces, puis 4 espaces. Voilà. Donc j'ai 2 utilisateurs, David et Brice. Je continue. Le plan de compte, par défaut, FRPCGA. De la même façon, si vous voulez le changer, il faut aller piocher dans la nomenclature. Les exercices fiscaux. Donc, comme pour les utilisateurs, si vous voulez créer, en créer plusieurs. Vous allez ici, voilà, créer plusieurs exercices fiscaux avec date de début et date de fin. Les catalogues qui permettent de stocker les prix de vente, les prix d'usage et prix d'achat. Je vous conseille de ne pas les toucher pour l'instant. La description de code comptable pour la banque et la caisse. Et la description des trésoreries qui utilisent les codes décrits ici. Donc la caisse qui utilise le compte de caisse. Un compte de banque qui utilise une trésorerie de banque qui utilise un compte de banque. Et là, vous pouvez renseigner un IBAN notamment. Et ensuite, on arrive au service web, où là, vous allez pouvoir renseigner les services dématérialisés, notamment donc Télépack avec votre numéro de package. Donc là, moi, je vais aller taper mon numéro, par exemple. Mon mot de passe, donc je ne mets pas le vrai mot de passe, bien sûr. Hein. Mais là, vous mettrez le vrai. Et ensuite, ceux pour Sinel, notamment si j'ai des animaux. Et divers autres. Donc pour les tests, je vous conseille de rester uniquement sur Télépack, par exemple. Et ensuite, de la même façon, on vous demande tout un tas d'identifiants métiers. On vous redemande votre numéro de package, par exemple. Des numéros divers numéros qui sont aussi présents dans la nomenclature. Donc là, vous pouvez rester sur, par exemple, ce genre de numéro-là. Voilà, vous avez terminé votre fichier manifeste.yml qui permet le paramétrage par défaut de votre application. Donc vous enregistrez votre fichier, vous le refermez, voilà. Et on va pouvoir passer à la suite. Et donc, à la fin de cette première étape, on doit avoir un dossier, par exemple Gaël Joulin, avec un dossier à la mano et un fichier manifeste.yml. Donc on vérifie qu'on a bien dossier à la mano vide, oui, et un fichier manifeste qu'on vient de modifier. Donc nous allons continuer ce tutoriel sur le first run avec la partie qui concerne le parcellaire. Donc 2 possibilités. Vous télédéclarez avec Télépack. Dans ce cas-là, cas numéro A, on va pouvoir aller récupérer automatiquement les îlots et éventuellement les parcelles et les enregistrer. Cas numéro 2, vous n'avez pas Télépack, à ce moment-là, il va falloir créer vos parcelles avec QGIS, qui est un outil de cartographie, et ensuite créer un fichier de correspondance entre la parcelle, son contour, sa forme, et des informations complémentaires dans un tableur. Donc pour rappel, on va effectuer le premier cas. Donc, on se connecte à Télépack. Donc vous avez le lien ici, en cliquant, vous arrivez sur Télépack. Vous pouvez donc vous connecter avec votre utilisateur que vous avez pris soin de vous procurer avant et votre mot de passe. On accède à Télépack. On clique sur le dossier 2014. Vous avez un lien qui vous permet d'accéder directement à l'export des données 2013. Voilà. Donc vous voyez que dans mon cas, moi, je n'ai que les îlots. Je n'ai pas mes parcelles. Donc je vais quand même télécharger mes îlots. Voilà, on me propose un fichier à télécharger. Je l'enregistre. Je vais à l'endroit dans téléchargement où j'ai enregistré mon fichier. Je le dézip. Donc j'extrais mes fichiers. Voilà, j'ai 3 fichiers qui ont été extraits, qui sont nommés à la façon de Télépack, un fichier DBF, un fichier SHP, Shape, et un fichier SHX. Je vais les renommer comme on me dit de le faire, donc ceux avec tout simplement le titre ILO.
Je vais ensuite me déconnecter de mon compte Télépack. Je vais créer un dossier à la racine qui s'appelle Télépack. Et je vais mettre à l'intérieur mes fichiers en question. Donc je copie mes fichiers. Je retourne dans mon dossier. Je crée un dossier qui s'appelle Télépack. Et je mets mes fichiers dedans. Si j'avais eu mes parcelles, j'aurais effectué exactement la même manipulation, sauf que j'aurais renommé chacun de mes fichiers en parcelle.dbf, parcelle.shp, parcelle.shx. Nous allons donc voir maintenant le second cas, qui est le cas sans Télépack, création de parcelles, avec QGIS et création des fichiers de correspondance. Comme je vous l'ai dit, la création de parcelles avec QGIS fera l'objet d'un autre tutoriel qui montrera la prise en main de QGIS avec le fond de carte, etc., etc. Vous avez un exemple qui est dans le répertoire de démonstration, ici. Vous voyez, vous avez des fichiers shape et des fichiers qui sont liés aux projections qui sont utilisés par QGIS. Vous pouvez tout à fait les récupérer et les ouvrir avec QGIS, une fois QGIS installé, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on dessine des parcelles à partir de rien. Je vais quand même vous faire voir la création du fichier de correspondance. Et donc là, il s'agit de faire un tableur avec certaines informations à compléter, comme le nom de votre parcelle, la nature qu'on va retrouver dans la nomenclature, comme on a pu le voir dans le tutoriel précédent, le code avec un numéro de travail, qui va vous permettre d'identifier en fait votre parcelle dans d'autres fichiers, pour faire des liens, le numéro d'identification dans QGIS quand vous l'avez fait, le code de l'îlot, et le code de la place quand il y en a, et enfin une zone libre de la description. Comme pour chaque partie, on récupère d'abord le fichier d'exemple qu'on va modifier, c'est plus simple. Donc ici, je vais ouvrir mon exemple ici, je vais cliquer sur Raw, voilà, je retrouve un fichier comme ça, clic droit, enregistrer sous, j'enregistre mon fichier cultivable zone dans le dossier à la mano. Voilà, je l'ouvre avec LibreOffice, je sélectionne les séparateurs qui sont correctement paramétrés, donc la virgule et la cote pour le séparateur de texte, et j'ouvre mon fichier. Je retrouve dans ce fichier d'exemple que vous allez pouvoir adapter une description des parcelles, puis des zones culturelles. Donc les parcelles correspondent à des parcelles physiques et les zones cultivables, pardon, correspondent à un ensemble de parties qu'on peut cultiver. Et ensuite, vous allez semer sur des zones cultivables. Toutes les opérations, toutes les interventions liées à des productions végétales et animales d'ailleurs, pour des pâturages par exemple, vont s'effectuer sur des zones cultivables. Ce qui va vous permettre d'avoir un niveau de paramétrage entre des parcelles physiques qui peuvent être qui ne peuvent pas être découpées et des îlots, et les zones cultivables vont vous permettre d'avoir une certaine souplesse entre des parcelles physiques, un ensemble de parcelles physiques, une route qui coupe deux parcelles, etc., etc. Donc vous voyez ici, vous allez commencer ici par, vous pouvez tout à fait détruire un certain nombre de lignes et commencer à rédiger votre parcellaire. Donc là, vous pouvez taper le nom de votre parcelle. La nature, vous allez retrouver en fait dans la nomenclature, vous allez retrouver les natures, comme mentionné ici. Voilà, si vous cliquez ici sur la nomenclature, vous arrivez directement sur les variantes de produits et les natures
comme on va aller chercher une nature correcte. LMNOP, voilà. Donc ici on retrouve parcelle argilo-limoneuse, parcelle argilo-sableuse, etc., etc. Donc vous allez aller piocher à droite là le code qui correspond à vos types de parcelles et vous allez l'enregistrer. Par exemple, si on a une parcelle argilo-limoneuse, vous allez copier ce code et vous allez le mettre ici. Voilà, dans cette colonne. Le code correspond à un code personnel interne de votre objet, donc je vous conseille de préfixer vos codes par LP pour des parcelles et ZC pour des zones. Shape number correspond au code qui est dans QGIS quand vous l'avez fait. Et le code ILO sont les codes qui sont dans Telepack, donc vos ILO dans Telepack sont numérotés de 1 à N. Donc là, vous allez taper le code de l'ILO de rattachement de votre parcelle. En ce qui concerne ensuite, quand vous avez terminé la rédaction de toutes vos parcelles, vous allez rédiger les zones cultivables. Il y a au moins une zone cultivable par une parcelle et vous allez ensuite placer la zone, rattacher une zone cultivable à la parcelle. Donc vous allez dire par exemple que pour la parcelle petit champ, vous allez créer une zone qui s'appelle zone petit champ, dire qu'elle est de type cultivable zone, lui mettre un code et dire qu'elle est sur la parcelle numéro 1. Par exemple. Quand vous avez terminé, vous enregistrez votre fichier et vous pouvez passer à la suite. Format CSV, bien sûr. On va donc passer maintenant à l'enregistrement des zones. Comme pour les parcelles, il faut éventuellement au préalable créer des zones de base avec le fichier, avec l'outil QGIS. De la même façon, vous avez un exemple, la démonstration. Et ensuite, un fichier de correspondance pour décrire toutes vos zones, qu'on va enregistrer dans le répertoire à la Manous de la même façon. On va procéder exactement de la même façon. On va les récupérer ici, le fichier, on va l'enregistrer dans le répertoire, on va l'éditer, séparateur, virgule, séparateur de texte, la cote, et on va aller regarder un petit peu ce qui a été décrit. Donc là, vous voyez, on retrouve en fait tout un tas de zones qui ont été décrites, qui peuvent aller d'une parcelle de base, des fosses, des zones qui correspondent à des surfaces de béton, des bâtiments, des silos, des aires de stockage, des aires de couchage, une laiterie, des cases, des paillets. Voilà. Et donc, vous allez décrire ici les zones de votre exploitation qui vont être utiles ensuite pour pouvoir stocker des produits. Et vous allez les décrire de la zone de plus bas niveau à la zone de plus haut niveau. Donc on commence par la base. Donc il vous faut au moins une parcelle de base, moi que j'ai appelé chez moi LP0, qui a la nature land parcelle. Donc ça vous pouvez le garder. Et ensuite j'ai commencé par ce qu'on appelle des settlements, des installations. Donc là, codé avec S01 à S09 dans mon cas à moi. Ce sont des zones sur lesquelles on va poser ensuite des bâtiments. Et on va aussi poser d'autres choses comme des silos. Donc si on prend un exemple concret, on va commencer par, si on prend l'exemple de la zone S03, voilà, et vous allez voir que, vous allez voir la logique à respecter. Voilà, donc j'ai tout effacé. Donc vous voyez en fait que j'ai d'abord décrit que j'avais une parcelle de base. J'ai décrit ensuite que j'avais une zone qui s'appelait béton génisse, code S03. J'ai décrit ensuite que j'avais un bâtiment géniste qui était de type building.
Je lui ai mis un code préfixé par S03 pour m'y retrouver et je l'ai appelé B01 comme bâtiment. J'ai dit que ce bâtiment était dans la zone S03. J'ai continué. J'ai 2 silos qui sont aussi dans la zone S03 que j'ai appelé Silage Division, qui sont des silos pour de l'ensilage. Donc si vous voyez, si de la même façon je retourne voir ma nomenclature ici, je peux piocher en fait dans tous ces variants et donc vous allez voir que il y a tout un tas de variants qui sont adaptés. Voilà, donc vous allez par exemple emplacement de stockage des engrais, emplacement de stockage du matériel. Et donc tous ces emplacements de stockage sont adaptés pour la description des zones. Et donc j'ai ensuite, pour terminer, des aires de couchage qui sont décrites aussi, qui sont dans ma zone S03, qui sont des zones décrites comme Animal Division, puisque c'est des zones où les animaux vont. Et j'ai des zones aussi qui sont Animal Food Division, pour dire que c'est des zones qui vont recevoir à la fois des animaux et éventuellement de la nourriture. Et enfin, j'ai une zone qualifiée de Food Equipment Division, qui va recevoir à la fois des aliments et des équipements. Donc, typiquement, c'est une zone dans un bâtiment, par exemple, ou sur une installation, dans lequel je vais pouvoir soit ranger un tracteur, soit stocker des bottes de paille. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à rédiger, à compléter ce fichier-là dans la même logique. On part de la base de la zone de plus bas niveau et on construit par-dessus. Et ensuite, dans un second temps, on verra comment on rattache à toutes ces zones un code dans QGIS pour leur donner une forme. De la même façon, quand vous avez terminé, vous pouvez enregistrer au format CSV. Nous allons donc passer maintenant à la partie 3 qui va consister à constituer les stocks de matière ainsi que la liste des équipements. Donc comme on a pratiqué précédemment, on va aller chercher l'exemple ici. On va cliquer sur Raw, clic droit enregistrer sous. On va enregistrer ce fichier qui s'appelle Matters dans notre répertoire à la mano. Et on va aller ensuite le modifier Matters avec LibreOffice. Toujours virgule, séparateur de texte, cote. Et là, voilà, on arrive, on rentre dans le vif du sujet, puisque là, on a le listing de tous les intrants et produits qu'on a sur notre exploitation. Donc là, vous voyez un exemple. Ici, il y a le nom de la catégorie, mais qui est juste là à titre indicatif, puisqu'en fait, après, lors du chargement, à chaque fois qu'il y a la première colonne qui est vide, le programme saute une ligne. Donc on commence l'import ici à la ligne numéro 3, et ici, de la même façon, cette ligne-là est ignorée. Donc ça vous permet éventuellement ici de mettre des notes personnelles sur votre fichier quand vous êtes en train de le constituer. Donc vous voyez, la première ligne, on commence par des semences et plants. La colonne B sert comme dans tous les autres fichiers, quand elle s'intitule variant de domaine, elle est censée porter ici le code de la nomenclature. Ici, vous pouvez mentionner éventuellement le code de l'objet dans lequel est stocké l'objet en question ici. Donc, si on regarde là, vous avez de l'ensilage d'herbe. Le code de la nomenclature, c'est Grass Silage. Elle est stockée dans l'emplacement qui s'appelle S03D2, qui est un silo. De la même façon, si on regarde dessous, ici, vous avez de l'aliment qui est codé Bulk Animal Food dans la nomenclature et il est stocké dans un silo qui s'appelle Tank 1GS05, qui est le code de l'objet. Vous pouvez mentionner une date de création du produit, éventuellement sa variété et sa dérivée, qui sont aussi des codes de nomenclature. Donc qu'est-ce que c'est la variété et le dérivé? Donc la variété, ça parle, il n'y a pas de souci.
c'est la variété ou l'espèce. Et la dérivée, c'est quand un produit est issu d'un autre produit, comme par exemple des semences. Donc on a bien des semences, et la variété c'est semences, et sa dérivée c'est l'espèce concernée. Donc par exemple, quand on a de la semence de sorgho, c'est seed pour sa variété, et sa dérivée c'est sorgho. Ces deux colonnes-là sont facultatives, puisque le code de la nomenclature porte la variété et la dérivée la plupart du temps. Vous avez ensuite la possibilité de préciser le nom du propriétaire. Donc par défaut, si vous ne mettez rien, on part du principe, et le logiciel aussi part du principe que vous êtes propriétaire du produit que vous avez décrit. Ça pourrait, vous pouvez tout à fait décrire des produits dont vous n'êtes pas propriétaire, mais qui sont stockés chez vous. Et enfin, on arrive sur des colonnes un peu spéciales, comme indicateur, où là, de la même façon, il va falloir aller regarder dans la nomenclature tous les indicateurs qui sont à votre disposition pour décrire vos produits. Donc la plupart du temps, on vous demande au moins de mentionner la population. Donc la population, c'est un peu la quantité d'un produit. Donc là, plant de vigne, eh bien, j'en ai 8500. Semences de blé dur, j'en ai 4. Donc 4, bah, ça peut être des sacs, ça peut être des kilos, ça peut être des tonnes, ça peut être des bobines. De la même façon, ici, axial pratique, 50. Ensilage d'herbe, 49. Donc là, en le lisant comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, la nomenclature me dit que grass silage, ce sont des tonnes. Donc là, c'est 49 tonnes. Ici, vous avez par exemple des sacs d'aliments. Donc là, c'est mentionné 25 kg bag animal food. Donc, population 1, ça sous-entend que j'ai un sac de 25 kg. Et non pas 1 kg. Vous pouvez ensuite, la colonne notes, c'est une colonne qui n'est pas prise en compte, mais vous pouvez éventuellement taper des notes. Moi, ça me sert pour taper des quantités ou faire des calculs. Et enfin, vous avez la colonne qui s'appelle prix unitaire, où là, on vous demande éventuellement de paramétrer un prix pour un élément de la population. Donc là, si j'ai 8500 plants de vigne, ici, c'est le prix d'un plant de vigne. Si j'ai un sac, c'est le prix d'un sac. Voilà, donc je vous laisse constituer votre fichier, prenez le temps de le faire, n'hésitez pas éventuellement à sauter des lignes et à mettre des indications ici comme de catégoriser vos listes, fertilisants, défense des végétaux, carburant, lubrifiant, pièces comptables, et de la même façon, quand vous n'avez pas besoin de choses, vous partez de ce fichier d'exemple, vous supprimez des lignes, comme vous le souhaitez, et puis vous constituez votre fichier. La dernière chose que je peux vous dire, c'est que au niveau des indicateurs, vous pouvez préciser plusieurs indicateurs. Donc une population, une masse nette. Ici, vous voyez que pour du vin, on précise un millésime qui est codé référencieur 2.2012. On sépare avec un point virgule. Designation Origin qui correspond à l'appellation. Et donc là, on l'a AOC Bordeaux. Tout ça sont des codes de nomenclature. Vous enregistrez votre fichier toujours au format CSV. On va donc passer à la seconde liste. Seconde liste qui concerne les équipements. On va retrouver un peu le même type de fichier. Donc de la même façon, on récupère l'exemple. On clique sur Raw. Clic droit, enregistrer sous. Le fichier s'appelle Equipment CSV. On l'enregistre dans à la mano. On l'ouvre. Virgule, séparateur de texte code. Et là, de la même façon, vous retrouvez un fichier qui décrit non pas les produits, mais cette fois-ci tous vos équipements. Ils sont catégorisés. Et donc là, je vous laisse découvrir ce fichier-là. On commence par les collaborateurs. Éventuellement, vous pouvez décrire ensuite vos cuves, silos ou réserves avec un code quand ils sont réutilisés dans d'autres listings.
vos tracteurs, vos matériels de plantation, etc., etc. Donc, vous pouvez attribuer un code à votre produit. Vous pouvez de la même façon dire dans quel endroit il est situé, une date de naissance, éventuellement une marque et un modèle, le nom du propriétaire quand c'est pas vous, et ensuite tout un tas d'indicateurs. Donc là, vous voyez qu'en fait, on va pouvoir décrire assez précisément les équipements sans avoir à faire plein de fichiers. C'était le but de cette notation. Donc là, pour une cuve, je suis capable de dire, j'en ai une, population 1, elle a un volume net de 30 hectos, nominal. Je peux écrire indifféremment le volume avec une unité qui serait en litres, donc là 3000 litres, ou mètres cubes. Et là, vous voyez que pour mon silo d'aliments, je peux me permettre de rajouter des indicateurs qui seraient une capacité nominale en masse en tonnes. Pour mes tracteurs, j'ai des indicateurs qui concernent une puissance. Pour mes semoirs, j'ai des largeurs de travail, des contenus de réservoir, et pour ma remorque, je retrouve un contenu nominal. Voilà. On retrouve une colonne notes qui vous permet de prendre des notes mais qui n'est pas prise en compte. Une colonne prix unitaire qui, elle, cette fois-ci, correspond à un coût d'utilisation par rapport à l'indicateur de prix qui est là. Donc, usage duration, ça correspond à une durée d'utilisation d'une heure. Donc là, en fait, ma personne a un coût évalué à 11,74 € de l'heure. De la même façon, je renseigne des coûts d'utilisation horaire pour un semoir, un pulvérisateur, etc. Ce qui me permet après de charger ça en base de données automatiquement, et Équilibre va me calculer après chaque intervention le coût de celle-ci. De la même façon, vous supprimez les lignes dont vous n'avez pas besoin, vous personnalisez ce fichier avec vos données, vous l'enregistrez, toujours au format CSV, et vous avez terminé. Voilà, vous arrivez presque à la fin. Il nous reste à voir les activités, qui est la partie centrale, on va dire, de l'application. Donc au sommaire, on retrouve maintenant nos activités. Donc liste des activités, qui est une liste très importante. On récupère de la même façon un exemple qu'on va enregistrer toujours au même endroit. On va aller ouvrir activité. Donc là, on retrouve un tableur qui nous décrit un code activité dans une nomenclature. Donc là, il faut prendre le temps d'aller voir dans la nomenclature comment sont décrits ces activités. Donc ici, vous voyez que dans le wiki, vous avez le lien pour la nomenclature des types de production. Donc là, je vous laisse regarder. Donc selon les productions que vous avez, vous allez aller chercher le code correspondant. Si on regarde dans ce listing, on a 3 activités qui sont considérées comme auxiliaires. D'abord, administratif, maintenance pour des bâtiments, maintenance pour de la mécanisation. Et ensuite, production animale, production végétale, transformation pour l'année 2014. Et ensuite, je continue pour l'année 2013 et je redécris des activités. Donc je vous conseille de laisser au moins 2 ou 3 activités dites auxiliaires, qui sont des activités dans lesquelles on va imputer des interventions de réparation, des interventions de vidange d'un tracteur, de peinture d'un bâtiment, etc., qui seront après réaffectées analytiquement sur des activités dites principales, qui sont des activités production animale ou végétale. Vous allez mentionner ensuite la campagne, éventuellement le code support qui correspond à
soit un groupe d'animaux ou bien à une zone culturelle. Et donc là, vous voyez qu'on retrouve le code des produits que vous avez décrits précédemment. Ici, je retrouve même des codes sur des équipements de stockage. Et enfin, on va vous demander date de début, date de fin du support. Pour les zones cultivables, pour les productions végétales, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je trouve ça comme ça, je vous conseille de mentionner les rendements pour les différents produits. Donc, pour de l'orge d'hiver, je vais avoir un rendement en grain, donc je vais taper grain 2 points, le rendement, séparé par un point virgule, et mon rendement en paille. Et éventuellement, je peux mentionner d'autres indicateurs comme la quantité d'azote prévue, comment j'élimine mes résidus, etc., etc. Pour ce qui est du maïs, vous voyez que je ne mentionne qu'un rendement en grain. Pour ce qui est des prairies, je peux mentionner un rendement en ensilage, en foin, en herbe. Donc on a une souplesse assez importante pour la description des rendements qui sont censés convenir normalement à la fois des céréaliers, à la fois des éleveurs. Voilà, une fois ce listing complet, vous l'enregistrez et votre travail s'arrête normalement là, puisqu'ensuite il ne vous restera plus qu'à valider votre first run. Et donc là, pour le lancement en mode SaaS qui nous concerne nous, on vous demande de zipper l'outil et de l'envoyer par mail. Donc pour zipper votre outil, c'est-à-dire que là vous allez vous mettre à la racine de votre dossier, donc dossier GAEC-Julin, vous le compressez. Donc moi je crée une archive, format zip, sur le bureau. Voilà mon archive. On me dit d'envoyer un mail à l'adresse suivante. En cliquant normalement sur le lien, vous avez votre client de messagerie qui s'ouvre. Il vous pré-renseigne l'adresse. Vous cliquez sur joindre. Vous sélectionnez votre fichier zip qui est sur le bureau, puisque moi je l'ai mis là. Et puis, vous mettez un message. Et vous envoyez. Voilà, c'est terminé. Si vous avez un souci, vous envoyez un mail à test@equilibre.org. Une dernière chose avant de vous quitter, on va aller voir ce qu'il faut faire par la suite, bien sûr, c'est-à-dire en ce qui concerne les tests de l'application. Une fois vos données faites, on vous demande d'envoyer soit un ticket par email si vous avez trouvé et identifié clairement soit un bug ou une remarque, avec ces informations-là dans votre mail. Donc vous pouvez tout à fait copier-coller, vous pouvez tout à fait cliquer sur le ticket, copier-coller les informations qui sont là, dire si c'est un bug par exemple, le mentionner comme cela. La copie d'écran. Vous cliquez sur le bouton qui s'appelle imprimer écran de votre clavier. Moi, on me propose d'enregistrer, donc je l'enregistre. Mais vous pouvez aussi la copier dans votre presse-papier et la coller dans votre mail. Voilà ce que je viens de faire là, à l'instant. Et l'URL, en fait, ici, voilà la barre d'adresse. Je copie et je colle pour qu'on puisse identifier clairement l'endroit
où se situe soit le bug ou la demande d'amélioration. Mentionnez un sujet parlant. Et vous envoyez votre email. Pour ce qui est du forum, en cliquant sur le lien, vous publiez, après vous être créé un compte sur le forum, dans la partie test, test RC, et là vous cliquez sur nouveau sujet. Voilà. J'espère avoir été clair. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter, soit par mail, soit via le forum. Bon test à tous et à la prochaine.